Je rappelle la discussion de la proposition de résolution invitant le gouvernement à accorder l'asile politique à Julian Assange et à faciliter l'accès au statut de réfugié pour les lanceurs d'alerte étrangers. La parole est à Madame Jennifer de Temmerman, au nom du groupe Liberté et Territoires. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, depuis 10 ans, Julian Assange subit un acharnement politico-judiciaire. Pour quel crime? Celui d'avoir effectué son travail de journaliste et d'avoir porté haut la liberté d'expression et d'informer. Pour avoir fait œuvre de vérité. Emprisonné, isolé, traité comme on ne devrait jamais traiter un individu dans un pays signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Depuis 2019, Julian Assange est incarcéré en détention provisoire à la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture a dénoncé ces conditions de détention. Cet homme risque d'être condamné à 175 ans de prison. Si ce n'est pas la peine de mort, ça y ressemble étrangement. Comment la France, pays des droits de l'homme, pourrait-elle rester aphone plus longtemps sur cette question de défense des libertés? Le créateur du site Wikileaks est devenu un des plus grands lanceurs d'alerte en diffusant en 2010 des millions de documents confidentiels et compromettants à l'égard des grandes puissances étrangères. Cet homme a rendu service à notre nation, comme à d'autres alliés. Julian Assange a révélé, entre autres, que plusieurs de nos chefs d'État et de nos ministres de l'économie avaient été espionnés par les États-Unis, tout comme l'ancienne chancelière allemande. Cette résolution pose une question, celle de la reconnaissance de la nation. Une nation n'est grande et respectée que lorsqu'elle se montre forte et indépendante. Rappelons que Barack Obama lui-même a pardonné à Chelsea Manning. Julian Assange défend la paix par la vérité. Il a été nominé 9 fois au prix Nobel de la paix, soutenu par divers lauréats. C'est une question de justice et d'hommage à tous ceux qui luttent à travers le monde et à travers les âges, parfois à péril de leur vie, pour informer, dénoncer, défendre la paix, les libertés et les droits humains. Mardi dernier, la commission mixte paritaire a été conclusive sur les propositions de loi portées par Sylvain Waserman et inspirées notamment par le rapport de 2 autres députés, Raphaël Gauvain et Olivier Marleix. Je souhaite saluer ici l'engagement particulier de notre collègue Sylvain Waserman. De l'hémicycle de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au nôtre, il a permis de positionner la France comme un exemple international en matière de législation sur les lanceurs d'alerte. Un exemple qui pourrait être confirmé dès aujourd'hui par le geste fort et symbolique de se prononcer en faveur du droit d'asile pour Julian Assange. C'est l'objet du premier point de cette résolution. Bien sûr, Julian Assange ne réside pas actuellement sur notre territoire. Tel est justement le but du second point, proposer une solution qui permettrait à Julian Assange, mais aussi à d'autres lanceurs d'alerte, d'introduire une demande pour un visa humanitaire ou l'asile via le réseau consulaire et à l'OFPRA de traiter les demandes à distance. Enfin, les 2 derniers points visent à conforter la position avantageuse de la France en invitant le Conseil de l'Europe, à l'initiative de tant d'autres conventions, comme la Convention européenne des droits de l'homme ou celle d'Istanbul sur les violences faites aux femmes, à engager des travaux d'élaboration d'une grande convention pour définir et accorder le statut de réfugié aux lanceurs d'alerte. Ensuite, en invitant le gouvernement à saisir la formidable opportunité de l'actuelle présidence française de l'Union européenne pour faire de cette question une priorité de travail des institutions communautaires. Mes chers collègues, quel que soit ce soir le sort de cette proposition de résolution, aujourd'hui est une victoire. En faisant résonner le nom de Julian Assange ce soir, nous redonnons une voix à celui qui n'en a plus,
à celui qui doit se taire. Nous sommes une soixantaine de députés, de tous bords politiques, à nous être associés à cette proposition de résolution pour défendre Julian Assange et plus largement tous les lanceurs d'alerte. Je le sais sensible à cette initiative, lui qui a un lien si particulier avec la France. Cette semaine, par nos textes, je vous invite à démontrer la grandeur de la France, à défendre la vérité, la paix et leurs combattants, les lanceurs d'alerte. À travers l'Europe et le monde, de nombreuses voix s'élèvent en soutien à Julian Assange. Ce soir, nous amplifions un écho qui ne s'arrêtera pas là. Il y aura d'autres soirs et d'autres jours où nous continuerons ensemble, en France et au-delà de nos frontières, cette lutte pour ce qui est juste. Je conclurai en remerciant mon groupe pour leur confiance, Cédric Villani, Jean Lassalle et François Ruffin pour le travail commun, et tous ceux qui, à travers le monde et en France, ont apporté et apporteront leur soutien à cette cause. Merci à ces avocats, à toutes les associations et à tous les soldats inconnus de cette grande cause. Pour sa femme, ses enfants, son père et ses proches, pour Julian Assange. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean Lassalle, au nom du groupe Liberté et Territoires. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur Lassalle. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'histoire de Julian Assange nous bouleverse tous, car c'est l'histoire à la fois d'un journaliste passionné par l'humain, la vérité et la justice, d'un lanceur d'alerte déterminé à nous protéger et d'un humain qu'on a brisé et qui s'est arrêté de vivre. Je suis profondément convaincu que Julian Assange est un des héros de notre temps. Il incarne les valeurs démocratiques telles que nous les connaissons depuis la Deuxième Guerre mondiale, au service de l'humain et du respect des règles fixées par la Convention des droits de l'homme. De très nombreux pays signataires de cette convention, comme la France, se rendent à son chevet et tentent de lui apporter tout le soutien pour le service rendu. Tous ces pays, comme la France, défendent la liberté de la presse, la liberté de découvrir la vérité, de la rendre publique et ainsi de protéger les citoyens, leur dignité, leur santé et l'ensemble de leur liberté. Chers collègues, ce sont aussi ces mêmes valeurs qui nous réunissent aujourd'hui autour de ce texte afin d'accorder l'asile politique à Julian Assange. Nous pouvons d'ores et déjà être fiers de donner toute la place dans cet hémicycle, la maison du peuple, à travers mers et océans et continents, à cette discussion. Comment pouvons-nous l'aider? Comment s'unir avec nos partenaires internationaux pour cette même cause? Et quelle issue est possible? Hélas, le temps nous presse, et comme ont pu l'exprimer sa compagne Stella Maurice et son père John Shipton, que nous avons reçu ici même, à l'Assemblée nationale, le 16 novembre dernier, je cite, « Chaque semaine, il est plus faible. Ils sont en train de tuer Julian Assange en ce moment, lentement. Je vous remercie de faire tout ce que vous pouvez pour sauver sa vie. » Devant nous, les députés, le cri du cœur de la compagne de Julian Assange nous a bouleversés et nous a rappelé que nous devons avancer au plus vite. Chers collègues, vous êtes nombreux, enfin quelques-uns, à avoir signé cette proposition de résolution de ma collègue Jennifer de Timmermans, de tous bords et dans une démarche transpartisane. Nous sommes capables de dépasser nos différences et sensibilités pour s'unir dans ce combat pour nos valeurs les plus profondes dans ce moment historique. Nous sommes par ailleurs 3 candidats à l'élection présidentielle de 22 à avoir co-signé cette proposition de résolution. Il est donc de notre devoir de s'emparer de ce débat et de le rendre public et l'ouvrant à nos collègues. Nous pouvons trouver un consensus afin d'apporter un cadre légal au soutien à Julian Assange. Nous souhaitons le voir libre demain pour qu'il puisse poursuivre son engagement pour les libertés. Ce soir, nous sommes là pour rappeler
et pour voter en sa faveur dans le long combat qui attend et qui l'attend. C'est un message vital pour lui et c'est un message important également à envoyer à tous les journalistes et les lanceurs d'alerte menacés, emprisonnés un peu partout dans le monde. Nous ne les oublions pas et nous nous battrons toujours jusqu'au bout pour les défendre comme eux se battent pour nous. Je vous remercie d'être présent pour Julian Assange et je remercie tout particulièrement ma collègue, la députée Jennifer de Timmermans, pour cette proposition, mes collègues, les députés Cédric Villani et François Ruffin, pour avoir accepté cette démarche transpartisane, et notre groupe Liberté et Territoire pour nous avoir permis de porter ce texte dans cet hémicycle. Mes chers collègues, le sort de Julian Assange est entre nos mains. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Stéphane Peu, au nom du groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'action des lanceurs d'alerte est essentielle dans notre démocratie car ils portent à notre connaissance les dérives et les abus de ceux qui se croient au-dessus des lois. Ces dernières années, de nombreuses affaires de fraude fiscale, d'abus de pouvoir, de civils victimes de bavures ou de tortures ont été dénoncées grâce à la mobilisation d'hommes et de femmes engagés pour l'intérêt général. Face à celles et ceux qui utilisent leur position pour enfreindre volontairement les règles, face à celles et ceux qui se croient assurés de l'impunité, ces hommes et ces femmes font preuve d'un grand courage pour oser les dénoncer publiquement. Cela s'inscrit au cœur d'un processus de moralisation qui touche l'ensemble de nos sociétés. Les citoyens et les citoyennes exigent une plus grande transparence, aussi bien en ce qui concerne l'action des États que les hommes et les femmes politiques, les entités publiques ou les entreprises privées. Les lanceurs d'alerte aspirent à être des acteurs au sein de nos démocraties et non des spectateurs impuissants face aux dérives dont ils sont témoins. Ils agissent là où nos systèmes de contrôle et de régulation sont le plus souvent défaillants. Mais dénoncer ces faits délictueux est une décision qui peut bouleverser une vie entière. Le risque de représailles se révèle un frein, tant elles peuvent être violentes et destructrices pour soi et son entourage. Pour les lanceurs d'alerte, il y a souvent une vie avant et une vie après l'alerte. C'est ce que vit Julian Assange. Depuis 10 ans, Julian Assange est un homme traqué, épié, espionné. Depuis 10 ans, Julian Assange est privé de liberté. D'abord à l'ambassade de l'Équateur à Londres, qu'il ne pouvait quitter sous peine d'être arrêté par la police britannique, et depuis 2019 dans une prison londonienne de haute sécurité, dans un cadre de détention particulièrement répressif. Oui, Julian Assange est un prisonnier politique. À ce titre, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture et autres peines et événements cruels a déclaré que Julian Assange présente tous les symptômes typiques d'une exposition prolongée à la torture psychologique, une anxiété chronique et des traumatismes psychologiques intenses. Aux yeux des États-Unis, Julian Assange est coupable d'espionnage et risque pour cela 175 années de prison. À nos yeux, Julian Assange a dénoncé les agissements barbares et des bavures inqualifiables qu'il fallait rendre au public. Je rappelle ici d'ailleurs que c'est grâce aux informations de Julian Assange que nous avons appris que 3 présidents de la République française et 2 ministres français ont été espionnés par l'État américain. Il est temps de mettre fin à l'acharnement subi par Julian Assange. Il est temps de mettre fin à ces 10 longues années d'une vie volée. Ceux qui veulent l'emprisonner se servent de lui comme d'un exemple. À travers son expérience, ce sont tous les futurs lanceurs d'alerte que l'on tente de dissuader d'agir. Aussi, au chantage, à la répression, à l'intimidation, la France doit se distinguer par un soutien indéfectible à ces hommes et à ces femmes menacés. Lorsqu'un lanceur d'alerte est en danger à cause des informations qu'il a divulguées et qu'il n'a commis aucun acte illégal aux yeux de notre loi, notre pays doit se tenir à ses côtés en lui apportant appui et protection. Comme notre pays le fait déjà pour les personnes menacées en Afghanistan, par exemple. Il faut faciliter les demandes d'asile pour les lanceurs d'alerte étrangers.
Lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent le lanceur d'alerte de se déplacer, il doit être autorisé à formuler une demande d'asile où qu'il se trouve et celle-ci doit être traitée sans distinction. En novembre dernier, notre Assemblée a adopté une proposition de loi bien plus protectrice pour les lanceurs d'alerte que notre législation actuelle. Si j'ai salué, et mon groupe avec, les avancées que ce texte apporte, je regrette néanmoins que nous n'avons pas saisi cette occasion pour mieux protéger les lanceurs d'alerte en dehors de nos frontières. Ainsi, le groupe communiste apporte son soutien à Julian Assange et à tous les lanceurs d'alerte. Le contrôle qu'il exerce est précieux pour nos démocraties, car porté par une exigence éthique et de probité. En conséquence, bien évidemment, nous soutenons pleinement cette proposition de résolution. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-François Mbaye, au nom du groupe La République En Marche. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, la proposition de résolution du groupe Liberté et Territoires soulève opportunément la question de la protection des lanceurs d'alerte et plus singulièrement la situation de la figure emblématique de Julian Assange. Aujourd'hui incarcéré en Grande-Bretagne, après avoir été confronté à l'exil et à des traitements inhumains, sa liberté demeure compromise et son avenir incertain. Aucun défenseur des droits de l'homme ne saurait supporter une situation si disproportionnée. Le rapporteur spécial des Nations Unies nous le rappelle d'ailleurs dans son rapport. L'ensemble des groupes politiques qui sont présents dans cet hémicycle a prouvé encore récemment par ses travaux qu'aucun n'était insensible au sort des lanceurs d'alerte. Si notre Assemblée ne saurait rester indifférente, il convient néanmoins qu'elle s'exprime afin de faire évoluer de manière tangible la situation de Julian Assange et de tous les autres lanceurs d'alerte. Or, la présente proposition de résolution comporte un certain nombre de points litigieux qu'il est difficile d'ignorer eu égard aux enjeux qu'elle entend défendre. Le premier de ces points tient à ce qu'elle présente la décision d'accorder le statut de réfugié comme relevant de la seule volonté politique de l'exécutif. Or, le droit d'asile répond à un cadre juridique qui suppose la réunion de conditions et le respect de procédures objectivement établies. Aussi, ce n'est pas le gouvernement français qui accorde le statut de réfugié, mais bien l'Office français de protection des réfugiés apatrides, dont les décisions sont prises à la lumière de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile. Rappelons par ailleurs qu'en vertu de la lettre de l'article L. 121-7 du CESEDA, l'Office statue en toute indépendance et de manière impartiale. Il en ressort que l'obtention du statut de réfugié repose sur des règles assurant la sécurité juridique et l'égalité de traitement des demandes, ce qui, vous en conviendrez, peut difficilement être déploré par le législateur. Dès lors, et quelle que soit l'appréciation que chacun est libre de porter sur les actions de Julian Assange, l'asile ne saurait en aucun cas être considéré comme une contrepartie à un service rendu, qu'il soit avéré ou supposé, sauf à vouloir déstabiliser tout un pan de notre droit et avec lui notre politique d'asile. Une fois que je dis ça, est-ce que toute réforme n'est pas envisageable, voire souhaitable? Sans doute pas. Néanmoins, une telle entreprise nécessiterait un minutieux travail de fond permettant d'apprécier les conséquences qui ne manqueraient pas d'impacter directement les demandeurs. Au surplus, vous avez vous-même, Madame la rapporteure, concédé dans un article de presse publié mercredi dernier que l'adoption de votre proposition de résolution ne permettrait pas à Julian Assange de recouvrer la liberté. L'intention est noble et il nous faut adopter une position qui nous permette de faire avancer concrètement la situation. Par ailleurs, cette proposition de résolution contient 2 citations de membres de l'exécutif, l'une du président de la République et l'autre celle de l'actuel garde des Sceaux. Toutes 2 ont été sorties de leur contexte et desservent la pertinence du propos. Celle du chef de l'État est tirée d'un entretien donné au vidéaste Hugo Travers en 2019 et concernait une situation sans rapport avec celle de Julian Assange, en parlant de, je cite, « liberté des individus ». Le président parlait en effet d'un membre des forces spéciales dont le nom avait été divulgué dans la presse et qui avait agi en justice en son nom propre contre une journaliste. Celle d'Éric Dupond-Moretti, qui n'était pas encore garde des Sceaux, mais qui était effectivement l'avocat de Julian Assange.
Vous l'aurez compris, telle qu'elle est rédigée, nous ne pouvons pas souscrire à cette proposition de résolution. En revanche, et dans le prolongement de la proposition de loi de notre collègue Sylvain Waserman, dont nous examinerons la semaine prochaine le texte tel qu'issu de la commission mixte paritaire conclusive, nous sommes convaincus de la nécessité de poursuivre le travail entrepris en faveur de la protection des lanceurs d'alerte. Nous en sommes intimement convaincus. Ainsi que le suggère cette résolution, c'est vers l'Union européenne et le Conseil de l'Europe qu'il nous faut nous tourner afin d'élaborer avec eux, avec nos partenaires, un régime à même de répondre aux insuffisances systémiques préjudiciables à tous les lanceurs d'alerte sans exception. À l'aune de ce point de convergence, nous sommes donc, Madame la rapporteure, déterminés et prêts à entreprendre à vos côtés toutes les démarches nécessaires pour ce faire et pour œuvrer effectivement au renforcement des mesures de protection de l'ensemble des lanceurs d'alerte. Et c'est pour l'ensemble de ces raisons et convaincu de la pertinence qu'il y a à avancer collectivement sur ces questions que le groupe La République En Marche invite la rapporteure à retirer sa proposition de résolution. Le cas échéant, nous serions donc amenés à la rejeter. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à monsieur Nicolas Turquois, au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame de Temmerman, mes chers collègues, les lanceurs d'alerte sont aujourd'hui des garants importants de nos libertés et de notre démocratie. Au service de la vérité, leur engagement nous permet de lutter efficacement contre des crimes tels que la corruption, l'évasion fiscale, la surveillance de masse ou encore l'espionnage industriel. Pourtant, ces personnes se retrouvent bien souvent face à un dilemme. Porter la vérité au grand jour ou sacrifier une carrière, un quotidien ou une vie de famille. Car les conséquences juridiques et financières sont des risques réels et majeurs auxquels s'exposent aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Conscient de l'importance de protéger ces derniers afin de faciliter l'alerte, j'ai moi-même souhaité apporter ma signature à la proposition de résolution que nous examinons ce jour. Et je veux dire sans ambiguïté qu'un homme ne peut pas et ne doit pas risquer un siècle de prison pour avoir été un lanceur d'alerte. C'est une atteinte insupportable aux droits de l'homme. Julian Assange pose à nos démocraties un véritable défi et c'est probablement au niveau européen que nous pourrions le plus utilement imaginer un véritable droit d'asile pour des lanceurs d'alerte notoires. Je lui dis ici, et nous devons lui dire ici notre total soutien, et nous devons aussi nous mobiliser sur le sujet parce que c'est le sens de nos valeurs humanistes européennes. C'est aujourd'hui ce que la France s'attache à faire. Notre pays, conscient de la nécessité absolue des lanceurs d'alerte et de leur caractère démocratique, est pleinement engagé à leur côté pour assurer leur protection et la transparence de nos sociétés. La proposition de loi portée par mon collègue Sylvain Waserman et récemment adoptée au sein des deux assemblées successivement place les lanceurs d'alerte comme piliers de nos démocraties. Elle vient aussi renforcer la loi dite Sapin II de 2016 et fait de la France un pays à la pointe en Europe et dans le monde sur la question des lanceurs d'alerte. Pour revenir à Julian Assange, le cas du lanceur d'alerte pose cependant plusieurs questions. D'une part, M. Assange est soumis aux décisions de la législation anglaise. Il se trouve ainsi dans un État qui garantit les libertés individuelles et où la justice est indépendante. La France n'a pas vocation à interférer dans les décisions juridiques souveraines de ses alliés. Ainsi, il revient au Royaume-Uni de décider du cas de M. Assange, surtout en considérant d'autre part qu'il n'a pas, à notre connaissance, à l'heure où je vous parle, déposé de demande d'asile politique auprès de notre pays, ni demandé de visa. Aussi, si tel était le cas, je rappelle que ce sera l'Office français de protection des réfugiés apatrides de traiter sa demande. Ainsi, ni le gouvernement ni les parlementaires ne peuvent interférer dans les procédures de demande d'asile. De plus, il ne s'agit pas ici uniquement du cas de M. Assange. Comme vous le savez, voter en faveur de cette résolution rendrait l'ingérence française dans les affaires juridiques de ses voisins légitime et mettrait la France en porte-à-faux vis-à-vis du droit international. C'est pour cela que le groupe MoDem ne soutiendra pas ce texte, malgré l'idéal qu'il porte et le soutien indéfectible que nous devons à M. Assange et à son combat. Je vous remercie.
Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Madame Claudia Rouault, au nom du groupe socialiste et apparenté. Vous m'avez fait peur. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, je tiens à remercier le groupe Liberté et Territoires d'avoir inscrit cette proposition de résolution à l'ordre du jour de leur niche parlementaire pour nous permettre de débattre et d'avancer, je l'espère, sur ce sujet éminemment politique. Il s'agit de protéger Julian Assange, fondateur de Wikileaks, ayant révélé l'espionnage de l'Élysée par nos alliés américains, mais aussi de tous les lanceurs d'alerte poursuivis à ce titre. Il s'agit de défendre les libertés et la démocratie. Il s'agit de renouer avec une tradition chère à la France, celle d'être le pays des droits de l'homme. Nous connaissons toutes et tous l'histoire de Julian Assange qui mérite d'être rappelée. Pour avoir révélé des informations d'intérêt général au moyen de son site Wikileaks, notamment l'espionnage par les services secrets américains du président de la République française et de chefs de gouvernement étrangers, Julian Assange est persécuté depuis 12 ans. Mis sur écoute, espionné, surveillé en permanence, il s'est réfugié pendant 7 années dans une pièce de 10 mètres carrés de l'ambassade d'Équateur à Londres. Depuis 2019, il est détenu dans une prison anglaise de haute sécurité dans l'attente du délibéré concernant son extradition aux États-Unis où il risque 175 ans de prison. Julian Assange n'a pas juste fourni des informations d'intérêt général pour le monde, il a donné des informations concernant particulièrement la France. Julian Assange est donc un allié de la France, qui pourtant n'est pas protégé. Pourtant, l'ONU, Amnesty International, Human Rights Watch, des journalistes, le Conseil de l'Europe réclament sa libération. Cela dépasse les clivages politiques, il s'agit des principes fondamentaux de la démocratie. Pour son combat fondamentalement politique, il est nécessaire de protéger Julian Assange en lui accordant le droit d'asile. Et plus généralement, pour le combat en faveur de la liberté et de la démocratie, il est essentiel de permettre à tout lanceur d'alerte de nationalité étrangère, poursuivi en raison de ce combat, de demander une protection à la France. Nous rappelons que le droit d'asile est consacré comme un droit de valeur constitutionnelle en France et que la Commission nationale consultative des droits de l'homme recommande un tel droit pour les lanceurs d'alerte. Le groupe socialiste et apparenté avait d'ailleurs déposé, avec d'autres groupes politiques, un amendement en ce sens sur la proposition de loi de notre collègue Waserman visant à mieux protéger les lanceurs d'alerte sans avoir été entendu par la majorité. Parce que cette question ne se conjugue pas au passé et que nous connaîtrons certainement d'autres Julian Assange, peut-être dès demain, il est urgent de garantir une réelle protection des lanceurs d'alerte. Ainsi, pour que toutes celles et ceux qui s'engagent au nom de l'intérêt général, parfois au péril de leur vie, puissent compter sur le soutien de la France et bénéficier de sa protection, nous voterons cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Madame Patricia Lemoine, au nom du groupe Agir ensemble. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre, il faut en convenir, d'un sujet sensible. En effet, personne ne peut rester insensible à la situation de Julian Assange, qui, rappelons-le, encourt une peine d'emprisonnement de près de 175 ans pour avoir commis le crime d'être lanceur d'alerte. Inacceptable, bien sûr, sur le principe et contraire à nos valeurs humanistes et européennes. Je tiens donc à indiquer que je m'exprimerai ici, ce soir, au nom d'une large majorité des députés du groupe Agir ensemble, qui ne peuvent soutenir ce texte, mais uniquement pour des raisons fondées en droit interne et international. Concernant tout d'abord la première invitation, accorder l'asile politique à Julian Assange, et selon l'OFPRA, la protection qu'accorde un État d'accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d'origine.
Or, Julian Assange est détenu en Grande-Bretagne et le risque qu'il encourt actuellement est l'extradition vers les États-Unis. Les systèmes britanniques et européens de procès équitable garantis par l'article 6 de la CEDH, d'une part, et le Due Process of Law américain, garanti par le Bill of Rights, sont certes différents, mais assurent objectivement une procédure judiciaire digne de grands pays démocratiques. Donner le statut de réfugié politique à Julian Assange reviendrait à ne pas reconnaître l'impartialité de ces deux systèmes judiciaires. S'agissant de la seconde invitation, faciliter l'accès au statut de réfugié pour les lanceurs d'alerte étrangers et leur accorder l'asile politique. L'OFPRA n'est en effet aujourd'hui compétent que pour traiter les demandes d'asile déposées sur le territoire français. Il ne peut pas être saisi par une personne se trouvant à l'étranger. Toutefois, un ressortissant étranger peut d'ores et déjà solliciter un visa au titre de l'asile auprès des autorités françaises sur son lieu de résidence. Un ressortissant étranger qui obtient ce visa pourra venir en France de manière régulière et poursuivre la procédure de demande d'asile. Il semble que cette demande soit dès lors largement satisfaite. Sur la troisième invitation, saisir le Conseil de l'Europe en vue d'engager les travaux pour une élaboration d'une convention spécifique visant à conférer le statut de réfugié aux lanceurs d'alerte. En août 2019 déjà, la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, par la voix du rapporteur Sylvain Waserman, a invité le comité des ministres à lancer le processus de négociation d'une convention du Conseil de l'Europe sur la protection des lanceurs d'alerte. Cette recommandation a d'ailleurs été votée par les députés de notre groupe, Alexandra Louis et Dimitri Houbron. S'agissant enfin de la quatrième invitation, appelant à un travail des institutions communautaires au sujet des lanceurs d'alerte, précisons que dans le cadre de l'Union européenne, une directive européenne a été adoptée le 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. Une directive européenne a un effet direct dans le droit des pays de l'Union européenne. En France, une proposition de loi organique ainsi qu'une proposition de loi ordinaire ont été adoptées par notre Parlement. La CMP a été conclusive mardi dernier. Ce texte, une fois promulgué, fera de la France un pays à la pointe en Europe et dans le monde sur la question des lanceurs d'alerte, selon les propres mots du rapporteur Sylvain Waserman, affirmation à laquelle je souscris. Par cette loi, la France est allée encore plus loin que la loi Sapin II et ce qui était exigé par la directive européenne, et nous nous en félicitons. Mais même dans le cadre de cette loi, Julian Assange n'aurait pas pu bénéficier de ce statut du fait de la révélation de secrets relevant de la défense nationale. Les informations couvertes par le secret de la défense nationale sont exclues du champ de l'alerte, permettant la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte. Le vote ce soir pour les députés du groupe Agir sera libre, mais pour respecter l'esprit et la volonté du plus grand nombre, je voterai contre en ayant un souhait, Monsieur le Ministre, c'est de tout mettre en œuvre pour permettre à Julian Assange de retrouver la liberté en utilisant de toutes les voies et les moyens possibles. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur François Ruffin, au nom du groupe La France Insoumise. Quand la France se grandit, quand sommes-nous fiers de notre pays? La France se grandit, à mon avis, quand elle fait résonner son nom face à l'ordre mondial, face à un ordre injuste. Nous sommes fiers d'elle, fiers de nous, quand elle fait entendre sa voix d'indépendance et de résistance, même face aux superpuissances. Nous sommes fiers, c'est notre source, c'est notre fondation. Nous sommes fiers de la France de 1789, qui affronta toutes les monarchies, toutes les tyrannies rassemblées. Nous sommes fiers du non posé par le général de Gaulle un certain 18 juin face à une Europe nazie. Nous sommes fiers du non de Dominique de Villepin, du non de Jacques Chirac à la guerre en Irak. Nous sommes fiers encore du non lancé par le peuple français un 29 mai, non à la concurrence libre et non faussée. Voilà ma France.
Quand, en revanche, avons-nous honte? Nous avons honte quand la France se courbe, quand la France s'aplatit, quand la France se rétrécit, quand on la fait cocu et qu'elle dit merci. Nous avons honte précisément il y a 10 ans. Qu'apprend-on alors? Qu'apprend-on grâce à Edward Snowden et à Julian Assange? Que la NSA, la National Security Agency, les grandes oreilles américaines ont écouté, espionné durant des années 3 présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Plus des ministres de l'économie, plus une surveillance massive, 70 millions d'enregistrements téléphoniques. Comment Paris réagit alors? En ne réagissant pas. Il faut qu'on garde la mesure de tout cela, déclare Stéphane Le Foll, alors porte-parole du gouvernement. On n'est pas là pour déclencher des ruptures diplomatiques, il y a trop de liens. Avant de s'envoler vers Washington pour y discuter du grand marché transatlantique. Et François Hollande se montrait presque content. Le président Obama, dans le coup de téléphone que j'ai eu avec lui, m'a confirmé que la présidence de la République ne faisait plus l'objet de ciblage. Le Monde conclut alors: l'avenir dira peut-être un jour pourquoi Paris est resté si discret. L'avenir a juste confirmé notre lâcheté. Car quoi? La France est surveillée par un allié jusqu'à l'Élysée, mais nous ne prenons aucune mesure de rétorsion. Nous n'avons aucun sursaut d'orgueil, de fierté. Nous ne faisons rien pour imposer le respect. Cette France, oui, cette France qui se laisse piétiner, elle me fait honte. Et pire encore, quel secours, quelle protection apporte notre pays quand Edward Snowden et Julian Assange sont poursuivis, pourchassés, traqués par nos amis américains? Aucun secours, aucune protection, jusqu'à la comédie. Le 3 juillet 2013, un jour de la honte, la France a refusé qu'Evo Morales, le président bolivien, survole notre territoire. Pourquoi? Car cet avion était soupçonné de transporter Edward Snowden. Mesure-t-on notre lâcheté? Et pour Julian Assange, enfermé depuis 10 ans, quelles mains avons-nous tendues? Aucune, rien, pas un geste pour l'homme qui a révélé notre espionnage général. Car on doit accueillir Julian Assange pour les droits de l'homme, pour les droits d'un homme, jamais jugé, jamais condamné et pourtant prisonnier. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, Nils Melzer, écrit, je le cite, « Julian Assange doit à présent être libéré immédiatement, réhabilité et indemnisé pour les abus et l'arbitraire auxquels il a été exposé. » On doit accueillir Julian Assange pour les droits de la presse et comme reporter, j'y suis attaché. Quel est le seul crime que Julian Assange ait commis? C'est d'avoir divulgué des vérités, notamment sur les guerres américaines en Irak, en Afghanistan. C'est comme journaliste qu'il a suscité la colère de Washington. C'est comme lanceur d'alerte qu'il risque une extradition avec à la clé 175 années de prison. Mais pour accueillir Julian Assange, un autre motif, ici, dans l'Assemblée nationale, devrait nous tenir à cœur, à nous, Français. Il est patriotique. Nous devons l'accueillir pour nous, ne serait-ce que par orgueil, pour service rendu à la nation. Nous devons l'accueillir pour la France, pour notre pays, pour choisir le chemin de la liberté plutôt que de la honte, pour choisir la liberté plutôt que la servilité. Comme l'énonçait André Malraux, le mot « non », fermement opposé à la force, possède une puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles. Toutes les plus hautes figures spirituelles de l'humanité ont dit non à César, l'esclave dit toujours oui. Et vous allez encore dire oui. Vous allez encore vous cacher derrière des grands principes, derrière des motifs techniques, derrière des prétextes juridiques, derrière des belles phrases, comme quoi vous apportez tout votre soutien, mais vous allez vous en laver les mains. Vous allez jouer les Ponce Pilate. Vous n'allez adresser aucun signe de désaccord, de refus au Royaume-Uni et aux États-Unis. Vous allez choisir la voie de la honte, le chemin de la servilité. La parole est à monsieur Cédric Villani. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je commencerai par remercier notre collègue Taché pour m'avoir laissé sa place d'orateur ce soir. Avez-vous quelque chose à dire? C'était la question posée le 1er mai 2015 sur un écriteau posé aux côtés de 3 statues grandeur nature érigées sur l'Alexanderplatz de Berlin. Les statues de Julian Assange, Bradley Chelsea Manning, Edward Snowden. 3 personnes qui ont révolutionné le journalisme et incarnent aujourd'hui plus peut-être que quiconque les lanceurs d'alerte. Les révélations divulguées par Manning et publiées par Wikileaks concernaient des crimes de guerre en Afghanistan et en Irak. Celle de Snowden, qui a bénéficié du soutien actif de Assange, portait sur des opérations d'espionnage numérique d'une ampleur jamais vue dans l'histoire de l'humanité.
Elles ont fait voler en éclats la statue des États-Unis protecteur des libertés individuelles. Elles ont fait entrer le journalisme et le monde dans une nouvelle ère. Sans ces révélations, nous n'aurions toujours pas de règlement général de protection des données en Europe. Comme tant d'autres lanceurs d'alerte aux États-Unis, ils ont payé au prix lourd, encore plus lourd que les autres et bien plus lourd que les criminels de guerre qu'ils ont dénoncés. Manning, après 9 mois de cachot, condamné à 35 ans de prison, finalement gracié in extremis par le président Obama. Snowden, exilé à vie. Et Assange, pour sa part, a déjà subi 10 ans de réclusion dans l'ambassade d'Équateur, puis dans une prison haute sécurité à Londres. Pour quel maigre chef d'accusation officiel avoir brisé sa période de liberté sous caution dans le cadre d'une pseudo-enquête sur une accusation de mœurs qui est de toute façon abandonnée depuis longtemps. Personne n'est dupe. Le seul crime d'Assange est d'avoir été trop bon éditeur, d'avoir si bien fait son travail qu'il a obtenu le titre de personnalité de l'année 2010 de Time Magazine. Et pour cela, il serait passible de 175 ans de prison. Manning, Snowden, Assange. Quand ils se sont décidés à passer à l'acte, ils savaient tous qu'ils pouvaient recevoir une balle perdue. Des personnalités publiques américaines ne se sont pas privées d'appeler au meurtre d'Assange, un scénario qui a été étudié puis abandonné par la CIA. S'ils n'avaient pas eu autant de force de caractère, ils auraient pu aussi finir comme Aaron Swartz, activiste de la liberté de l'Internet, persécuté jusqu'au suicide avant ses 27 ans. Mais sous la menace, emprisonnés, isolés, ils sont restés solidaires envers et contre tout. Un épisode héroïque dans un feuilleton dramatique d'une immense confusion, parsemé de mensonges d'État, de dénigrements, d'attaques insidieuses et d'une procédure judiciaire d'une complexité vertigineuse. Mais ce serait un piège ce soir d'explorer la technique du dossier. Des experts indépendants sur la détention arbitraire l'ont déjà fait aux Nations Unies, après un travail rigoureux. Dans un processus dont la Suède et la Grande-Bretagne étaient parties prenantes, ils ont rendu leur verdict. Assange est un prisonnier politique, soumis depuis plus d'une décennie à une torture psychologique qui rendrait fou n'importe qui. Le gouvernement britannique, face à ce verdict dérangeant, n'a pas trouvé d'autre réponse que de dénoncer un travail d'amateur. Mais c'est bien un avis étayé, après un travail de plusieurs années fouillé et appuyé sur les droits nationaux et internationaux. Nils Messer, rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, l'a dit on ne peut plus clairement. Monsieur Assange doit maintenant être immédiatement libéré, réhabilité et indemnisé pour les abus et l'arbitraire auxquels il a été exposé. Le droit a parlé, mais rien ne bougera sans le rapport de force politique. Assange est soutenu par les représentants de la presse du monde entier, qui lui ont décerné des dizaines de prix pour l'action de Wikileaks, d'Amnesty International à Reporters sans frontières, en passant par la Freedom of the Press Foundation, l'Union américaine pour les libertés civiles et le Comité pour la protection des journalistes. Ils ont tous pris parti, ils ne s'y trompent pas. L'attaque contre Assange, initiée par l'administration Obama, renforcée sous Trump, maintenue sous Biden, c'est une attaque contre tout le journalisme d'investigation international. Et que dire des méthodes employées par cette administration, foulant aux pieds les libertés individuelles jusqu'à enregistrer les conversations d'Assange avec ses avocats et récupérer toutes les données Google des membres de Wikileaks. Une administration si arrogante qu'elle a la prétention de juger un journaliste australien pour des actions qu'il a effectuées depuis la Suède ou la France. Moi, qui ai tant admiré, pour les avoir vécus, les talents d'accueil de la société américaine, moi dont la carrière scientifique doit tant aux campus vibrants et ouverts d'Atlanta, de Berkeley ou de Princeton, je reste sidéré devant un tel dévoiement des valeurs américaines. Et pour ce qui est des valeurs historiques de la nation française, voici le moment de les honorer. Avez-vous quelque chose à dire ? Ce soir, nous avons quelque chose à dire, grâce au groupe Liberté et Territoires, et cette résolution présentée par nos collègues Jennifer de Temmerman, Jean Lassalle, François Ruffin et d'autres très impliqués. Ce soir, c'est le moment, par vos déclarations et vos votes, de porter la voix de la France, qui ne saura se faire respecter que si elle parle haut. Le moment de dire votre attachement à la liberté et aux valeurs universelles qui fondent notre démocratie, de dire notre indignation devant la force arbitraire qui broie Julian Assange et notre volonté de le protéger. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, laissez-moi d'abord rappeler les faits.
Monsieur Julian Assange, qui est un ressortissant australien, s'est réfugié pendant 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, jusqu'en avril 2019, date à laquelle il a été remis aux autorités britanniques. Les États-Unis ont alors lancé une procédure d'extradition en mai 2019, dont l'examen par les autorités britanniques a commencé en février 2020. La justice britannique s'est prononcée en première instance le 4 janvier 2021 contre la demande d'extradition formulée par les États-Unis, en prenant en considération les risques que celle-ci ferait peser sur la santé mentale de M. Assange. Cette décision a fait l'objet d'un appel par l'autorité de poursuite britannique pour le compte des États-Unis. Dans une décision du 10 décembre 2021, la Haute Cour de justice britannique a considéré que les garanties données par les autorités américaines en matière de conditions de détention étaient insuffisantes pour autoriser l'extradition de M. Assange vers les États-Unis. Le 24 janvier 2022, la Haute Cour de justice britannique a autorisé M. Assange à faire appel de cette décision devant la Cour suprême du Royaume-Uni. Vous le voyez, cette situation juridique concerne au premier chef les autorités judiciaires du Royaume-Uni. Nous considérons que le Royaume-Uni est un État de droit et nous faisons confiance à sa justice. Il est mentionné dans la proposition de résolution qui vous est soumise une éventuelle demande d'asile politique en France de la part de M. Assange. Permettez-moi de vous rappeler d'abord le cadre juridique qui précise les conditions d'une telle demande. En application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient exclusivement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, sous le contrôle juridictionnel de la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur l'éligibilité à la protection internationale et de reconnaître la qualité de réfugié à une personne qui invoque des craintes de persécution. La compétence de l'OFPRA pour connaître des demandes d'asile n'existe, selon la loi, que pour autant que la demande ait été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente. Or, l'OFPRA n'est compétent que pour traiter les demandes d'asile déposées sur le territoire français et ne peut pas être directement saisi par une personne se trouvant à l'étranger. Un ressortissant étranger se trouvant en dehors du territoire national, comme c'est le cas en espèces, peut néanmoins solliciter un visa aux fins de demander l'asile en France auprès des autorités consulaires françaises, dont la délivrance relève in fine de la compétence du ministère de l'Intérieur. En 2015, M. Assange a exprimé son intention par voie de presse de demander l'asile en France, mais n'a pas déposé de demande formelle en ce sens. À ce jour, le gouvernement français n'a pas connaissance d'une demande d'asile formelle qui aurait été déposée par M. Assange, ni, puisqu'il réside à l'étranger, de demande de visa aux fins de demander l'asile. Comme vous le voyez, cette question n'est donc pas nouvelle. Et la France, déjà interrogée dans le cas où une demande d'asile lui serait effectivement formulée, avait alors jugé qu'il n'y avait pas lieu d'apporter une réponse favorable à une demande d'asile politique qui serait faite aux autorités françaises. Pourquoi ? Parce que des éléments liés à la situation juridique et du fait de l'intéressé. Il n'apparaît pas aujourd'hui que les éléments d'analyse sur ce dossier et sur la situation de M. Assange aient évolué depuis. La situation de droit et de fait de M. Assange ne remettent en cause en aucune façon notre engagement constant en faveur de la liberté d'expression et de la protection des lanceurs d'alerte. Premièrement, la loi française consacre la liberté d'expression comme un des piliers de la démocratie. La liberté d'expression n'est pas absolue. Le corpus juridique encadrant cette liberté s'est d'ailleurs progressivement étoffé depuis la loi du 29 juillet 1881 par l'adjonction de règles liées au respect de la personne, à la protection des mineurs, à la répression de l'injure, à la diffamation ou à l'atteinte de la vie privée. Conformément à notre tradition libérale et aux prescriptions de la loi de 1881, les abus de la liberté d'expression ne peuvent être sanctionnés que par le juge judiciaire, gardien des libertés, sans intervention du pouvoir exécutif. Deuxièmement, vous mentionnez le statut juridique du lanceur d'alerte. Sur ce point, la France compte parmi les 10 premiers États membres de l'Union européenne à s'être doté d'un texte protégeant les lanceurs d'alerte par la loi dite Sapin II du 9 décembre 2016. Ce statut est entouré de conditions protectrices pour les différentes parties prenantes.
La proposition de résolution mentionne en outre la dimension européenne de notre action concernant les lanceurs d'alerte. Au sein des institutions européennes, la France a joué un rôle moteur afin de faire aboutir les négociations de la directive sur la protection des personnes qui signalent les violations du droit de l'Union européenne, adoptée le 7 octobre 2019. La France a défendu une approche équilibrée permettant de préserver un instrument unique au champ d'application large, à même de protéger le plus largement possible les lanceurs d'alerte contre le risque de représailles, tout en garantissant un dispositif juridique proportionné aux différents niveaux de gravité. Outre les signalements internes, la directive adoptée prévoit la possibilité de signalements externes, directement ou à l'issue d'un signalement interne resté vain, ainsi qu'une protection en cas de divulgation au public, sous réserve de certaines conditions. Comme vous le savez, mesdames et messieurs les députés, une proposition de loi a été déposée par le député Sylvain Waserman, que je remercie, le 21 juillet 2021. Elle vise à transposer cette directive du 23 octobre 2019. En réalité, cette proposition de loi va même plus loin que les dispositions européennes. Elle corrige un certain nombre de limites de la loi Sympa II, notamment le nouveau cadre législatif renforce l'accessibilité aux dispositifs d'alerte. Il supprime en effet l'obligation de lancer des alertes d'abord en interne avant de les faire connaître à des interlocuteurs externes à l'organisation concernée. Elle étend aussi la protection, au-delà des lanceurs d'alerte eux-mêmes, à celles et ceux qui facilitent l'alerte, qui pourront être des personnes morales à but non lucratif. Ce texte avait été adopté à l'unanimité en première lecture, avec modification, ici même par l'Assemblée nationale, le 17 novembre 2021. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 25 octobre 2021. Je me réjouis que les députés et sénateurs qui se sont réunis le 1er février 2022, très récemment, en commission mixte paritaire, soient parvenus à un compromis sur ce texte. Le nouveau cadre de protection des lanceurs d'alerte entrera ainsi en vigueur dans les tout prochains mois. Vous le voyez, la France est sur ce thème un bon élève, et je précise qu'à ce stade, aucun État membre de l'Union européenne n'a respecté le délai de transposition de 2 ans. Comme l'évoquait monsieur le député Mbaye, la France pourrait poursuivre ses efforts pour inciter ses partenaires européens à transposer cette directive pour augmenter la protection des lanceurs d'alerte en Europe. Je tiens toutefois à rappeler, puisque vous mentionnez la question de l'asile, que le cadre juridique que je viens d'évoquer reste très distinct du cadre juridique de l'asile. Des lanceurs d'alerte peuvent certes, s'ils entrent dans des conditions applicables, bénéficier de la protection des demandeurs d'asile ou de la protection subsidiaire, mais ce sont 2 sujets et 2 statuts différents. Il est enfin fait référence aux travaux du Conseil de l'Europe concernant les lanceurs d'alerte. Plusieurs instruments y ont été négociés visant à mettre en place des normes en matière de signalement et en matière de protection des lanceurs d'alerte. La Convention civile sur la corruption et la Convention pénale sur la corruption, adoptée en 1999, incitent notamment les États parties, dont la France, à prendre des mesures pour protéger les personnes qui divulguent des informations dans l'intérêt général. Plus récemment, en 2014, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation traitant spécifiquement de la protection des lanceurs d'alerte. Faut-il, comme vous le mentionnez et comme le recommande l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, un instrument général sur la protection des lanceurs d'alerte et qui serait juridiquement contraignant ? Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a clairement exprimé sa position à cet égard le 29 avril 2020 en estimant, je cite, que la négociation d'un instrument contraignant, tel une convention, représenterait un processus long et aux résultats incertains compte tenu de la complexité du sujet et de la diversité des solutions adoptées par les États membres pour protéger les lanceurs d'alerte. Le comité a estimé plus opportun, à ce stade, d'encourager les États à mettre pleinement en œuvre les recommandations déjà adoptées en recourant, si besoin, à l'assistance technique des comités et organes compétents du Conseil de l'Europe. Pour l'ensemble des raisons que je viens d'évoquer, vous comprendrez que le gouvernement
émettent un avis défavorable sur la proposition de résolution qui vous est présentée par vos collègues. Mais comme vous aurez pu le constater, et soyez-en assurés, mesdames et messieurs les députés, le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance du sujet de la protection des lanceurs d'alerte au plan national et international. La France continuera à être exemplaire à cet égard, dans le cadre d'une approche équilibrée, protégeant toutes les parties concernées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Sur le vote de la proposition de résolution, je suis saisie par le groupe socialiste et apparenté d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Mbaye, à la demande du groupe La République En Marche, la séance est suspendue pour 5 minutes.
La séance est repliée. Nous en venons aux explications de vote. La parole est à monsieur Alexis Corbière au nom du groupe La France Insoumise. Merci. Je me permets de monter à la tribune parce que finalement, c'est peut-être tout ce qui reste. Soyez élégants, chers collègues. Touche un sujet grave, on peut y mettre une certaine solennité. Un homme a été condamné à mort, en réalité, ou condamné à l'enfermement. Je vais citer quelqu'un. On va tout de même rappeler ce qu'il a permis de révéler. Il a permis de révéler en France que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient été espionnés par les Américains. Ça n'est pas rien. Il a permis de révéler également que Pierre Moscovici et François Baroin, 2 ministres français de l'économie, avaient fait l'objet d'une opération d'espionnage économique conduite par les États-Unis. Fin de citation. Celui qui parle là s'appelle Éric Dupond-Moretti. Il était alors avocat de M. Julian Assange. Et il parlait vrai. Et vous le jugez excellent ministre. Même avant d'être ministre, il n'était pas mauvais, notamment quand il s'exprimait ainsi. Alors si vous le jugez excellent, soyez fidèle à sa parole. Comment un homme dont le délit est précisément d'avoir permis à la France de faire face à ceux qui veulent mettre en cause son indépendance ne devrait pas bénéficier de l'aide de la France? À quoi se juge une grande nation libre et indépendante? Au fait que précisément, même si vous jugez les États-Unis d'Amérique comme un pays ami, nous devons leur dire que le sort qu'ils ont réservé à Julian Assange est intolérable. Et notre indépendance et la marque de notre indépendance se jugera à notre capacité à dire sur ce dossier qui est très clair qu'il est hors de question que cet homme qui est un lanceur d'alerte, un journaliste, soit mis au fer. Collègues, vous levez les mains en faisant le marionnettiste. Mais qui est la marionnette de qui là-dedans? Le dossier est clair et, monsieur le ministre, je vous ferai un reproche, si vous me le permettez. C'est que vous n'avez jamais évoqué à cette tribune le cas Julian Assange. Jamais. Vous avez fait un cadrage juridique. Jamais vous ne vous êtes prononcé, comme citoyen, comme ministre, comme responsable politique, sur un dossier qui est limpide, qui est clair du point de vue, notamment du rapport qui a été fait par l'ONU, de tous ceux qui ont travaillé ce dossier. Il est innocent. Il est innocent parfaitement. Et vous le savez. Tout le monde le sait. Monsieur Dupond-Moretti le sait. Et que faisons-nous face à ça? Nous ne prenons pas position. S'il s'agit de notre honneur comme nation, franchement, par les prises de parole qui sont ici, qui ne soutiennent pas Julian Assange, c'est une marque de servitude, d'avilissement face aux États-Unis d'Amérique. Ça n'est pas sérieux. Derrière le cas Julian Assange, c'est précisément le message clair que nous enverrions, même vis-à-vis d'une puissance amie, que nous n'acceptons pas le sort qui est fait à cet homme. C'est la raison pour laquelle la résolution qui nous était proposée parle vrai, parle juste. Il est tard. Envoyons un signal de lumière dans la nuit que traverse cet homme. Peut-être que cela ne permettra pas de l'arracher des griffes de ceux qui l'ont actuellement enfermé, mais qu'une grande nation comme la France, attachée à la liberté, envoie ce signal. Quel réconfort pour lui et pour tous ceux qui, comme lui, sont des lanceurs d'alerte. Chers collègues, faisons preuve de courage, soyons français, tout simplement fidèles à notre histoire. Votons cette résolution. Merci beaucoup, chers collègues. S'il n'y a pas d'autres explications de vote, Madame de Temerman, je vous en prie, au nom du groupe Liberté et Territoires. Chers collègues, ce soir, finalement, quoi qu'il arrive, nous aurons réussi. Julian Assange aura reçu le soutien de ceux qui, en France, accordent un prix à la vérité, à la liberté et aux droits humains. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons aussi que sa situation n'aurait pas été réglée ce soir. Nous ne l'avons jamais prétendu. Nous avons entendu vos arguments. Mes chers collègues, il s'agit d'une proposition de résolution.
Avant tout, un geste symbolique qui dit de nous ce que nous sommes et ce que nous défendons. Comme tant d'autres gestes symboliques dans cet hémicycle, un geste contre une situation que vous-même jugez indigne. Certes, j'entends que l'OFPRA est seule habilitée à traiter la demande que Julian Assange pourrait déposer. Mais il y a des cas où l'exécutif a su intervenir pour obtenir la nationalité française pour des héros du quotidien ou des situations plus graves. Je parlerai par exemple de Lassana Bathily lors de la prise d'otage de l'Hypercacher. Je pourrais déployer tous vos arguments et puis les démonter un par un, mais finalement, ce qui compte ce soir, ce n'est pas de demander, d'accorder l'asile à Julian Assange, mais c'est d'assurer un homme épuisé, diminué moralement et physiquement, jusqu'au point, nous disaient ses proches, de ne plus y voir, faute de lumière du jour. Un homme qui n'a jamais mérité cela, mais qui a mérité notre respect et notre reconnaissance. Les convictions demandent des actes. Je vous en prie, ce soir, nous pouvons voter pour lui déclarer simplement notre soutien et puis ensemble, après, travailler effectivement aux meilleures solutions. Mais nous enverrons au moins un message clair et fort. Monsieur le ministre, nous aurions aimé vous entendre soutenir Julian Assange. Nous aurions aimé vous entendre soutenir l'idée d'une grande convention qui a été défendue, et je les en remercie, sur vos rangs par ceux qui ont pris la parole. Mais nous n'avons pas entendu cela. Alors, en responsabilité, nous prenons la décision de soutenir jusqu'au bout Julian Assange et de lui assurer que nous sommes avec lui. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la proposition de résolution et vous prie de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 50, exprimé 48, majorité 25, pour 17, contre 31. Elle n'est pas adoptée. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi constitutionnelle relative à la reconnaissance du vote blanc pour l'élection présidentielle. La parole est à Monsieur Jean-Félix Acquaviva, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.